Bienvenue à notre vidéo de ce jour. Nous continuons toujours avec le module sur la demande du consommateur et la notion d'élasticité. Et la demande du consommateur, nous allons l'appréhender à travers cette fois-ci la courbe de demande. Dans la vidéo précédente, nous avions examiné la courbe d'Engel. Et dans celle-ci, nous allons aller avec la courbe de demande du consommateur. Et pour y parvenir, nous allons revenir un peu à notre optimum que nous avions discuté, dont nous avions parlé il y a quelques vidéos de cela. Et nous avions dit que le consommateur, à travers ces deux objectifs, peut avoir les quantités demandées. D'abord, à travers l'objectif, le programme objectif primal, qui consiste à maximiser son utilité sous contrainte de son revenu, arrive à des fonctions de demande que nous appelons les fonctions de demande marshalliennes. Et tandis que nous pouvons aussi arriver à aux mêmes quantités demandées à travers un autre programme que nous avions ici, le programme objectif dual, qui est l'opposé du programme primal que nous avions là, qui consiste à minimiser son revenu ou encore ses dépenses sous contrainte d'un niveau d'utilité qu'il veut atteindre. Et à partir de là, nous obtenons les fonctions de demande xiennes, qui sont des fonctions de demande qui sont fonctions du prix du bien, comme on peut le constater là, du prix d'autres biens qui sont soit substituables, soit complémentaires aux biens achetés, et du niveau d'utilité. Et nous constatons que la différence majeure entre les fonctions de demande xiennes et les fonctions de demande marshalliennes réside dans la constance du revenu au niveau des fonctions de demande marshalliennes et dans la constance de l'utilité au niveau des fonctions de demande xiennes. Mais pour inférer la fonction de demande du consommateur, nous nous appuyons spécifiquement sur les fonctions de demande marshalliennes. Et la fonction de demande marshallienne, comme nous le disions tantôt, est une fonction qui a comme déterminants principaux, il y a d'autres déterminants bien sûr, mais les plus importants sur la base de notre programme objectif sont les suivants. C'est-à-dire que la demande d'un bien par le consommateur est fonction du prix du bien, du prix d'autres biens qui sont soit substituables au bien qu'on veut acheter, soit complémentaires au bien qu'on veut acheter, et du niveau du revenu du consommateur. Donc ça sont les trois principaux déterminants que nous pouvons inférer comme éléments principaux comme déterminants principaux de la demande d'un consommateur. Il peut y avoir d'autres déterminants bien sûr, mais sur la base du programme objectif primal, ce sont ces déterminants qui déterminent en réalité la fonction de demande du consommateur. Et alors, si la fonction de demande est fonction du prix du bien, du prix d'autres biens, du revenu, il est logique de penser qu'une variation de l'un de ces déterminants va impacter la quantité demandée. Par exemple, si le revenu varie, ça impacte la quantité demandée, et nous avions vu ça dans la vidéo précédente, que c'était la courbe d'Engel qu'on peut inférer. Et en fonction de la pente de cette courbe d'Engel, on peut inférer si le bien est un bien normal de luxe, bien normal de première nécessité ou encore un bien inférieur. Et tandis que si le prix du bien lui-même varie, on peut arriver à la conclusion aussi que cela va impacter la quantité demandée. Vous savez, intuitivement, on peut penser que si par exemple le prix d'un bien baisse, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire qu'on suppose que le prix du bien baisse, mais que les autres déterminants, à savoir le prix des autres biens et puis le revenu du consommateur sont constants, il y a de fortes chances de constater que si le prix baissait, que la quantité demandée de biens augmente. Et que si le prix augmentait, la quantité demandée de biens baisse. Donc ce sont ces différentes évolutions que nous allons voir à travers ce point rattaché à cette problématique de la demande du consommateur. Et maintenant, nous allons cette fois-ci, dans cette vidéo, nous focaliser spécifiquement sur l'impact de la variation du prix du bien sur la quantité demandée. C'est-à-dire comment le bien, la quantité d'un bien demandé varie quand le prix varie par exemple. Toute chose égale par ailleurs. Et pour cela, nous allons faire toujours une statique comparative en passant du programme objectif primal
de manière initiale d'abord, on suppose que le consommateur, en maximisant son utilité sous contrainte, va arriver à un équilibre, qui est un équilibre optimal. Et à partir de cet équilibre optimal, nous allons faire une statique comparative. C'est-à-dire, nous allons supposer que le prix du bien varie, mais que les autres déterminants de la demande restent constants. Et à partir de ce programme objectif, comme vous pouvez le constater, nous voyons que nous avons une contrainte budgétaire initiale. Cette contrainte budgétaire initiale, elle est fonction du revenu du consommateur, du prix d'autres biens qui peuvent être substituables complémentaires aux biens que nous voulons acheter, du prix du bien lui-même. On a mis 0 en indice là pour montrer simplement que c'est le prix initial et après on a le prix des autres biens substituables complémentaires. Et nous voyons là que le 0 en exposant ici permet de dire que nous avons le prix initial. Et nous avons cette contrainte initiale. Et à partir de cette contrainte initiale-là, de ce programme objectif initial, nous allons commencer la statique comparative. Nous allons supposer quoi? Nous allons supposer que le prix du consommateur, le prix du bien sur le marché double. Et en supposant que le prix est fixé sur un marché concurrentiel, que le consommateur ne peut pas impacter ce prix-là. Et donc, nous supposons que le prix du bien passe de P1, on voit de P0 là, à P1, mais en sachant que P1 est égal à 2 fois le prix initial. On voit l'exposant 0 pour montrer que c'est le prix initial et l'exposant 1 pour montrer que c'est le prix après variation. Donc nous constatons que le prix a doublé. Ça veut dire que le prix du bien a doublé, ce qui va nous permettre d'arriver à ce programme objectif primal là que nous avons, qui est le programme objectif après variation du prix. Ça veut dire que nous avons ici la contrainte qui est fonction du nouveau prix, qui est le double du prix initial. Et à partir de ce programme objectif primal, nous avons la contrainte budgétaire après variation de prix. Et cette contrainte budgétaire, nous pouvons la comparer à la contrainte budgétaire initiale. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les deux contraintes ont des pentes différentes. Voici la pente de la contrainte initiale, moins Px0 sur Py, et la pente de la contrainte après variation, c'est moins Px1 sur Py. Et nous constatons en ce moment que les deux pentes sont différentes. Donc, conclusion logique qui s'impose, contrairement à la courbe d'Engel où on disait que quand le revenu varie, les pentes des courbes d'indifférence sont les mêmes. Ici, quand le prix d'un des deux biens ou quand le prix d'un bien varie, cela impacte le rapport des prix. Le rapport des prix en valeur absolue étant égal à la pente de la courbe de la contrainte budgétaire. Donc nous constatons que moins Px là, sur Py n'est autre chose que la pente de la contrainte budgétaire. C'est l'exposant P0 là qu'il fallait mettre. Et cette pente, elle est différente de la pente de la nouvelle courbe de contrainte budgétaire. Nous constatons que les deux courbes n'ont pas les mêmes pentes. D'où la conclusion qui s'impose logiquement que quand le prix d'un bien varie, toute chose égale par ailleurs, cela entraîne une variation des pentes. Et intuitivement, nous pouvons dire que des courbes qui n'ont pas les mêmes pentes ne sont pas parallèles. Donc, quelque part, les deux contraintes budgétaires sont séquentes. Contrairement à notre conclusion que nous avions eue dans la vidéo précédente sur la courbe d'Engel, où on disait que les courbes ont la même pente à la suite de la variation du revenu, donc elles sont parallèles. Et en ce moment, nous pouvons voir les différents équilibres. Ce premier équilibre, nous l'avons en maximisant le premier programme que nous avions avec le prix initial, ça nous donne X0. Et nous avions cet équilibre-là, et il est obtenu en résolvant le programme objectif primal que nous avions, mais intégrant le second prix. On peut supposer par exemple que le prix initial est divisé par 2. En supposant maintenant, au lieu que le prix soit doublé, on suppose que le prix initial est divisé par 2. Donc, ce qui va nous permettre de dire que, par exemple, P2 est égal ici à Px0 sur 2. Donc, le prix est divisé par 2. Cela va nous permettre d'avoir une nouvelle contrainte
budgétaire qui va être associé à un nouvel équilibre qu'on appelle E exposant 2 X2 Y2 qui est le nouvel équilibre qu'on aura à la suite de la diminution du prix, de la division du prix par 2. Et ce qui va nous permettre maintenant de faire une représentation graphique dans le même plan de ces trois équilibres. Et nous allons représenter ces trois équilibres dans le plan X ou Y, où nous aurons ici la première contrainte budgétaire, ces valeurs que nous avons là, c'est-à-dire que cette valeur R sur PY et R sur PX0, ces valeurs s'obtiennent seulement en se disant par exemple que si X est égal à 0, on voit que si X est égal à 0, Y va faire R sur PY. Et si Y aussi est égal à 0, cela va nous permettre d'avoir cette valeur-là que nous avons ici, R sur PX0. Et nous savons que cette contrainte budgétaire va être tangente à une courbe d'indifférence qui va nous permettre d'inférer notre équilibre X0. X0 là, comme vous pouvez le constater là, et Y0 ici. Normalement, ça c'est la quantité, le panier optimal que le consommateur va avoir à partir du programme objectif primal initial que nous avons résolu. Et le second... la seconde contrainte budgétaire suite à la variation du prix va nous permettre d'avoir cette relation-là parce que simplement, nous pouvons dire qu'à partir de là, si X est égal à 0, toujours Y est égal à R sur PX. Ce qui permet de dire que la contrainte budgétaire va pivoter. Il y aura une rotation sur l'axe des X parce que simplement, cette valeur-là, elle ne bouge pas. R sur PY reste la même valeur. Si c'était le prix de PY qui avait varié, la rotation allait se faire sur l'axe des abscisses. Parce qu'en ce moment, c'est R sur PX qui n'allait pas bouger, qui n'allait pas varier. Mais comme c'est PX qui a varié, la rotation va se faire sur cet axe pour nos deux axes. Et avec cette nouvelle contrainte budgétaire que nous avons associée à la contrainte que nous avions là, nous pouvons avoir un nouvel équilibre qui va nous permettre d'avoir X1 comme premier élément du panier et Y1 qui va être tangente. Ce panier va être tangent à la nouvelle courbe, à une nouvelle courbe d'indifférence de notre carte d'indifférence. Et on peut tracer la troisième contrainte budgétaire associée à cette contrainte-là. Nous allons la courbe, toujours il y aura le pivotement autour de l'axe des ordonnées pour la simple et unique raison que cette valeur, vous pouvez la constater avec moi, elle est la même partout au niveau des trois. Ça veut dire que ici aussi, si X est égal à 0, comme vous pouvez le constater, je le barre carrément avec la main, vous verrez que Y va faire R sur PY, donc il y aura pivotement au niveau de l'axe des abscisses. Et nous aurons un nouvel équilibre qui est obtenu à la suite de la baisse du niveau général des prix, en divisant pas du niveau général, mais du prix du bien en question, divisé par 2. Et cela va nous permettre d'avoir le panier X2, Y2, qui va être le panier optimal. Et à partir de ce graphe, nous constatons quoi? Nous pouvons dégager une propriété assez intéressante, qui consiste à dire quoi? Que quand le prix d'un des biens varie dans une dynamique dans une analyse de statique comparative, c'est-à-dire que quand le prix du bien d'un des biens, soit le prix de X, soit le prix de Y varie, toutes choses égales par ailleurs, cela va entraîner non pas un déplacement parallèle des contraintes budgétaires, mais cela va entraîner un pivotement. Le pivotement va se faire sur l'axe des ordonnées quand le prix de X varie, tandis que le pivotement va se faire sur l'axe des abscisses quand le prix de Y varie. Et cela, chaque variation de prix va induire logiquement un nouvel équilibre que nous avons là. Nous avions par exemple cet équilibre initial ici, qui est l'équilibre qui est obtenu avec le niveau de prix P0. Et après, il y a eu une augmentation du niveau de prix. Intuitivement, les quantités demandées de X doivent baisser. Donc, ce qui va nous donner cet équilibre X1. Et après, il y a eu une baisse de prix par rapport à ce niveau de prix initial, ce qui va faire en sorte que la quantité demandée va augmenter. Et nous constatons que sur ce graphe, les trois équilibres sont là. Quand le prix a augmenté, la quantité demandée a baissé. Et quand le prix a baissé, la quantité demandée a augmenté, ce que nous pouvons voir là. Et à partir de ces conclusions-là,
que la variation du prix va entraîner un pivotement de la contrainte budgétaire, soit sur l'axe des X quand le prix du bien Y varie, soit sur l'axe des Y quand le prix du bien X varie. Cela va nous permettre d'inférer au finish la courbe de demande comme nous allons le voir à travers dans la suite de notre discussion. Nous constatons là que ça c'est une fonction de demande marshallienne parce qu'elle est fonction du prix du bien, du prix d'autres biens substituables complémentaires et du revenu. Mais nous sommes dans une analyse de statique comparative. Donc nous avons fait varier le prix TCPA, c'est-à-dire le prix du bien X TCPA, c'est-à-dire toute chose égale par ailleurs. Donc en faisant varier le prix TCPA, ce qui suppose que tous les autres déterminants de la demande, à savoir le prix du bien des autres biens complémentaires ou substituables que nous avions appréhendés par PY et le revenu du consommateur sont supposés constants. Et donc, on peut faire disparaître des valeurs, les nombres constants du modèle. Et c'est ce qui va nous permettre de dire que quand nous faisons l'analyse en TCPA, nous avons la fonction de demande qui va être cette fois-ci définie comme la quantité demandée d'un bien en fonction du prix du bien lui-même. Et nous avons cette fonction de demande ici. Et cette fonction de demande, en la représentant dans le plan PXX, nous aurons ce que nous appelons la courbe de demande logiquement. Et donc, cette courbe de demande, nous pouvons l'inférer à partir de nos différents équilibres que nous avions établis à la suite de la variation de prix. Et nous partons de ce plan-là. Voici la première contrainte budgétaire que nous avons là. Et avec cette contrainte budgétaire, nous étions arrivés à la conclusion que le consommateur va consommer X0 quand le prix était égal à P0. Et la deuxième contrainte budgétaire qui est obtenue à la suite du doublement de prix va nous permettre d'avoir X1, la quantité X1 que nous avons là, quand le prix est doublé. Et il y a la troisième contrainte qui nous a permis d'avoir la quantité X3 va nous permettre d'avoir X2. La quantité X2, disons, va nous permettre d'avoir X2 et Y2. Et sur ce premier graphe, cette figure nous est familière et nous gardons la même échelle de notation pour mettre sur ce graphe les quantités demandées qui sont issues en réalité de cet équilibre-là, de ces différents équilibres que nous avons là. Et qu'est-ce que nous constatons? Que quand le prix est P0, la quantité qui est demandée, c'est X0 là. On peut le voir là. Quand le prix est P0, nous avons cette quantité X0. Et quand le prix a augmenté, c'est-à-dire on a doublé le prix, on a vu que la quantité que le consommateur a demandé du bien X est X1. Tandis que quand le prix a baissé, a été divisé par 2, comme nous pouvons le voir là, la quantité qui a été demandée est X2. Donc en joignant ces différents points-là, nous obtenons ce que nous appelons la courbe de demande. Parce que nous avions dit que la fonction de demande par définition est la relation qui existe entre la quantité demandée d'un bien et le prix du bien en question. Et à partir de là, nous avons la courbe de demande. Et nous constatons que cette courbe de demande est décroissante. C'est-à-dire que c'est une droite dans notre cas, elle a une pente constante, mais on voit simplement que au fur et à mesure que la quantité, que le prix augmente, nous pouvons le voir là, on le voit là, au fur et à mesure que le prix se met à augmenter, que les quantités demandées commencent à baisser. Et au fur et à mesure que les prix commençaient à baisser, les prix vont commencer à baisser, comme on peut le voir là, les quantités demandées augmentent. Et donc, nous avons une courbe de demande qui est inclinée vers le bas. Et cette courbe de demande, elle est importante parce que sa pente va nous permettre d'inférer plein d'autres raisonnements économiques qui peuvent nous permettre maintenant de distinguer les différents types de biens auxquels le consommateur fait face, comme à l'image de la courbe d'Engel que nous avions vue dans la vidéo précédente. Maintenant, nous constatons là que la pente de la courbe de demande, qui n'est autre chose, il faudrait qu'on s'habitue à cette tournure-là, savoir que la pente n'est autre chose que la dérivée. C'est-à-dire, quand on dérive une expression, on trouve ce qu'on appelle la pente ou encore la dérivée fonctionnelle. Donc, nous constatons là que la pente de la courbe de demande, qui n'est autre chose que la dérivée
de la courbe de demande, ou encore la variation de la demande suite à la variation du prix, c'est cette pente qui va nous permettre maintenant d'inférer d'autres propriétés qui vont nous servir dans la suite de notre discussion. Et cette pente-là, son interprétation va nous permettre de dire que la pente de la courbe d'Engel est normalement négative. Pourquoi? Parce qu'il est logique d'admettre que quand le prix d'un bien augmente, que la quantité demandée de ce bien baisse. Et que quand le prix baissait, que la quantité demandée de ce bien augmente. Et c'est ce qui a expliqué d'ailleurs l'allure inclinée de notre courbe que nous avions vue supra. Et nous constatons là que si la pente de la courbe d'Engel, pas de la courbe d'Engel, mais la courbe de demande est négative, ce qui suppose quoi? Que la variation du prix et celle de la quantité demandée évoluent en sens inverse, qui veut dire simplement que quand ce prix-là, le prix par exemple augmente, la quantité demandée va baisser, et quand le prix baisse, la quantité demandée augmente, d'où le rapport de deux nombres de signes opposés va donner toujours un nombre négatif. Donc nous avons en ce moment cette relation-là. La pente de la courbe de demande est normalement négative. Donc si tel est le cas, nous dirons que le bien est un bien typique. Ça, c'est une propriété hyper importante à retenir, que quand la pente de la courbe de demande est négative, le bien est considéré comme un bien typique. Et en même temps, nous dirons en ce moment que la loi de la demande est respectée. Donc, pour tous les biens typiques, la loi de la demande est forcément respectée. Cette loi suppose quoi? Qu'au fur et à mesure que le prix d'un bien augmente ou d'un service augmente, la quantité demandée du bien ou du service va baisser. Et que si le prix du bien baissait, du bien ou du service baissait, la quantité demandée du service ou du bien va augmenter. C'est ce qu'on appelle la loi de la demande. Et cette loi de la demande est toujours vérifiée pour les biens typiques. Maintenant, si par mégarde ou de manière exceptionnelle, cette loi n'est pas vérifiée, ça veut dire quoi? Que le prix et la quantité demandée évoluent dans le même sens. Ce qui suppose quoi? Que quand le prix augmente, la quantité demandée augmente. Et quand le prix baisse, la quantité demandée du bien ou du service en question baisse. En ce moment, nous dirons que le bien est un bien atypique. Le A est privatif. C'est-à-dire que c'est un bien atypique. En d'autres termes, le bien en question ou le service en question n'obéit pas à la loi de la demande. Et dans ce cas, la loi de la demande n'est pas respectée. Donc, il y a deux cas, mais le cas le plus commun, le plus normal, le plus logique, c'est le cas des biens typiques. Il est logique d'admettre que quand le prix d'un bien augmente, que la quantité demandée baisse, et que quand le prix baisse, que la quantité demandée augmente. Mais dans le cas des biens atypiques, c'est exactement le contraire, que la variation du prix et la variation de la demande évoluent dans le même sens. Ça veut dire que quand le prix augmente, la quantité demandée va augmenter. Quand le prix baisse, la quantité demandée, paradoxalement aussi, va baisser. Ça, c'est les biens atypiques et les biens pour lesquels la loi de la demande n'est pas respectée. Donc, cela va nous permettre maintenant de parler dans toute théorie. En toute théorie, il y a toujours quelques exceptions qu'on essaie de pointer du doigt. Et cela va nous permettre d'arriver à ce cas particulier de biens ou de services d'ailleurs. Et si, par exemple, le bien est de première nécessité et atypique. D'abord, sachant que nous devons savoir que le fait qu'un bien soit de première nécessité ne dépend pas de la pente de la courbe de demande, mais dépend de la pente de la courbe d'Engel. Nous l'avons dit, un bien est de première nécessité si la pente de la courbe d'Engel est comprise entre 0 et 1, ça veut dire que c'est un bien normal. Tandis qu'un bien est atypique si la pente de la courbe de demande est positive. Donc, nous devons faire beaucoup attention. Dire que pour démontrer qu'un bien est de première nécessité, c'est la pente de la courbe d'Engel. Tandis que pour montrer qu'un bien est atypique, c'est la pente de la courbe de demande. Ce qui va nous permettre de dire en ce moment que de tels cas sont des biens atypiques. Ça veut dire que le bien, en ce moment, est dit un bien Giffen.
Le bien Giffen, du nom de l'économiste ou sinon du statisticien qui l'a inventé, qui est irlandais, Sir Giffen, qui a pu constater qu'en Irlande, à un moment donné, je crois au 19e siècle, qu'au fur et à mesure que le prix de la pomme de terre augmentait, les Irlandais achetaient assez de pommes de terre. Et il est arrivé à la conclusion aussi que quand le prix de la pomme de terre s'est effondré, au lieu de continuer à acheter beaucoup de pommes de terre, ils ont acheté peu de pommes de terre parce qu'ils ont su dégager assez de revenus pour acheter d'autres biens encore. Et donc, c'est ce paradoxe-là que nous appelons les biens Giffen. Donc, les biens Giffen, ce sont des biens qui sont d'abord, dans un premier temps, des biens de première nécessité. C'est-à-dire que la pente de la courbe de demande est positive, la pente de la courbe d'Engel, première nécessité, la pente de la courbe d'Engel est comprise entre 0 et 1, et en même temps, ces biens n'obéissent pas à la loi de la demande qui consistait à dire que la pente soit négative. Au contraire, la pente de la courbe de demande est positive. Donc, il faut qu'il y ait les deux conditions de manière simultanée. Biens de première nécessité, ça veut dire que quand on fait des études sur l'allocation des biens, du revenu des consommateurs à ces biens, on voit que la valeur est comprise entre 0 et 1. Et en même temps, quand on fait une étude de la courbe de demande de ce bien, et que la demande de ce bien n'obéit pas à la loi de la demande. Et donc, nous devons faire beaucoup attention à ce point, en disant simplement qu'un bien est dit bien Giffen, si c'est un bien de première nécessité, ce qui suppose que la pente de la courbe d'Engel est comprise entre 0 et 1, en termes de valeur, et en même temps, ce même bien doit être un bien atypique, ce qui suppose que la pente de la courbe de demande est positive. Donc, un bien Giffen réunit de manière simultanée ces deux caractéristiques, bien de première nécessité et bien atypique. Et si le bien est de luxe et atypique, et nous savons que pour qu'un bien soit un bien de luxe, il faudrait que la pente de la courbe d'Engel soit plus grande que 1. Et pour que le bien soit atypique, il faudrait que la pente de la courbe de demande soit positive. Et ce qui va nous permettre de dire qu'un bien est un bien qui est à la fois un bien de luxe et atypique, est forcément un bien Veblen du nom de l'économiste qu'il a découvert aussi, Veblen. Et il est arrivé à la conclusion que pour certains types de biens, la pente de la courbe d'Engel est plus grande que 1. Ça veut dire que ce sont des biens normaux et de luxe. Et en même temps, la pente de la courbe de demande est positive. Ce qui est un peu bizarre et atypique et va à l'encontre de la loi de la demande. Et qu'est-ce que nous avions vu dans cette vidéo? Nous avions vu simplement que la variation du prix d'un bien ou d'autres biens, cette variation peut impacter la quantité demandée du bien. Maintenant, à partir de la variation du prix du bien lui-même, nous sommes arrivés à inférer la courbe de demande. Et la pente de cette courbe de demande nous a permis d'arriver à deux types de biens, à savoir les biens typiques, les biens pour lesquels la loi de la demande est vérifiée, ce qui suppose que la pente de la courbe de demande est négative, qui laisse entendre quoi? Que quand le prix d'un bien augmente, la quantité demandée de ce bien va baisser, et quand le prix du même bien baissait, la quantité demandée de ce bien va augmenter. Donc, ce sont des biens typiques. Mais si cela est vrai, nous dirons que la loi de la demande est vérifiée. Tandis que si cette loi n'est pas vérifiée, ce qui consiste à dire quoi? Que quand le prix augmente, la quantité demandée va augmenter, et paradoxalement, quand le prix baisse, la quantité demandée va baisser. Ça veut dire que la pente de la courbe de demande est positive. Et ce sont des biens en ce moment qui sont dits atypiques. Maintenant, des cas particuliers de biens atypiques sont des biens de première nécessité et atypiques, qui sont appelés les biens Giffen, ou encore les biens de luxe et atypiques sont appelés les biens Veblen. C'est sur ces points que nous refermons cette vidéo, tout en se donnant rendez-vous la séance prochaine.